Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur ce que les gouvernements doivent faire afin d'améliorer les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite dans le secteur des services éducatifs de garde. Aujourd'hui, on veut vous parler de recommandations clés sur ces questions de la part de la table sur les politiques sur les services de garde. Et si vous ne connaissez pas encore cette table, on va la parcourir avec vous durant la présentation. Une chose que j'aimerais souligner, vous avez peut-être remarqué que cette séance a l'interprétation en anglais et en français, ce qui veut dire que le webinaire vous est offert dans les deux langues. Donc, vous pouvez choisir soit le français ou l'anglais pour suivre et participer. Alors, pour accéder à l'interprétation, vous les regardez au bas de votre écran. Vous trouverez un icône sous forme de planète qui dit Interprétation. Vous pouvez cliquer dessus et vous pourrez choisir soit le français ou l'anglais pour entendre l'interprète. Pendant que vous essayez tout ça, je vais faire l'introduction. Je m'appelle Ta. J'utilise le pronom elle et je suis coordonnatrice sur la sensibilisation et les politiques à Un enfant, une place et je suis co-hôte avec ma collègue Rachel Vickerson qui est gestionnaire des politiques et des projets. Si vous voulez l'interprétation, vous allez entendre la belle voix de notre interprète Jenny Pellerin aujourd'hui. J'aimerais ouvrir cet espace de façon intentionnelle avec une reconnaissance territoriale. Le bureau central d'un enfant, une place, est situé sur le territoire non cédé de la nation Anishinaabe-Algonquin, mais notre organisme est actif sur des territoires cédés, non cédés et revendiqués dans toute l'île de la Tortue. En tant qu'organisme national de défense des services de garde, Un enfant, une place respecte et affirme les droits inhérents issus des traités de tous les peuples autochtones sur les terres et les eaux avec qui nous nous efforçons de travailler en solidarité. Un enfant, une place adhère aux 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation afin de redresser le legs des pensionnats autochtones et de progresser sur la voie de la réconciliation au Canada. Nous soulignons en particulier l'appel numéro 12 qui demande à tous les gouvernements d'élaborer des programmes d'éducation de la petite enfance adaptés à la culture des familles autochtones. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pendant la session d'aujourd'hui, on vous encourage à interagir tout en soutenant les communautés autochtones et les enfants et les familles autochtones, et en particulier les éducateurs et éducatrices, alors qu'on parle de salaires, d'avantages sociaux et de régimes de retraite pour la main-d'œuvre des services de garde. Je vais inviter Rachel à nous donner un aperçu de l'ordre du jour. Merci, Pat. On n'a pas beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Alors, on va faire un aperçu rapide du projet. On va parler du contexte actuel du groupe de travail. On va parler des recommandations. On ne va pas parler de toutes, mais on va donner un bref aperçu. On aura le temps pour des questions et des réponses pour tout le groupe. Ensuite, on aura le temps de faire des discussions en groupe avant de faire un petit compte-rendu et une conclusion. Et je donne encore une fois la parole à toi. Merci, Rachel. Juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble le projet, ce projet sur les éducateurs est un projet de 3 ans, de 2023 à 2026, qui a pour but d'approfondir le savoir collectif concernant la main-d'œuvre des services de garde au Canada. On veut élaborer des solutions politiques pour remédier à la crise de recrutement et de rétention du personnel et aussi soutenir la mise en œuvre du système PAGJE, c'est-à-dire les services de garde à 10 $ par jour. Et plus précisément, on mène des recherches en arrière-plan et on travaille avec le secteur pour en comprendre davantage sur ce qu'on dit lorsqu'on dit que les travailleurs en service de garde ont besoin de meilleurs salaires et de meilleures conditions.
Donc, à part la recherche et la dissémination, on offre aussi de la recherche et de la sensibilisation aux organisations et aux groupes alliés au Canada qui font aussi du travail lié à cette main-d'œuvre. Et notre travail est guidé par la table de discussion nationale, y compris un comité consultatif qui est composé de personnes qui ont diverses expériences et divers rôles dans le secteur des services de garde. En ce moment, on a 26 membres à cette table ronde, à cette table de discussion, et on peut accéder à une liste complète des membres sur notre site web. L'équipe travaille de près avec cette table pour mettre en place des recommandations politiques sur différents sujets liés à la main-d'œuvre en service de garde, sur les avantages sociaux et les régimes de retraite sont la priorité pour notre première série et on a très hâte d'en parler avec le comité et c'est pour cette raison qu'on est là aujourd'hui. Je vais inviter Rachel à nous... d'abord, il s'agit ici des publications du projet jusqu'à maintenant. L'année dernière, on a publié un résumé de politique de main-d'œuvre en date de décembre 2023 dans le cadre du programme pan-canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Et récemment, au mois de novembre, on a publié la première série de recommandations sur les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Et vous pouvez avoir accès à ces deux publications sur notre site web. Merci beaucoup, Ta. Je vais me lancer dans ce que l'on sait sur là où on en est en ce moment, en vertu du système de garde de 10 $ par jour. On a commencé depuis quelques années, on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce qui arrive varie énormément d'une partie à l'autre du pays, d'une province à l'autre et dans les territoires, comparativement au moment avant qu'ils aient signé cette entente. Et ce sur quoi ils se sont engagés dans ces ententes et ces plans d'action et là où on en est maintenant. On sait qu'en ce moment, et ça, c'est un grand changement. Les grilles salariales ont commencé à être mises en œuvre dans la plupart des provinces et des territoires. Et on va parler davantage de ce qui compose une grille salariale, mais elles ne se ressemblent pas toutes. Parfois, ce n'est qu'un salaire de départ et un salaire visé. Et parfois, les grilles ont plusieurs échelons. Alors, et aussi, parfois, certaines portent sur les différentes qualifications. Mais dans l'ensemble, beaucoup de provinces ont mis en œuvre des grilles salariales depuis qu'elles ont signé l'entente de 10 $ par jour. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur ces grilles salariales et dans certaines provinces et territoires, il n'y a pas encore de grille salariale. Par exemple, la Colombie-Britannique, le Saskatchewan et le Yukon, où elles sont en cours d'élaboration. Et il n'y a aucune grille salariale prévue en Alberta et en Ontario. Donc, lorsque je parle d'une grille salariale, ce que ça veut dire, c'est souvent utilisé dans le secteur, mais c'est souvent ça veut simplement dire qu'il y a des salaires qui sont en majorité financés publiquement et qui établissent les salaires auxquels vous pourriez vous attendre selon votre niveau et vos années dans le secteur. En général, ce sont les 2. Donc, si vous êtes au niveau 2 en Nouvelle-Écosse et que vous êtes là depuis 5 ans, vous pourriez vous attendre à un certain salaire et vous sauriez qu'une fois que vous avez 10 ans d'expérience ou 7 ans d'expérience, votre salaire augmenterait d'un certain montant et ce serait un montant publiquement disponible. Donc, les grilles salariales sont transparentes et servent à assurer l'équité dans l'ensemble du secteur. Et j'ai remarqué aussi dans le chat que la grille salariale du Manitoba est une grille suggérée, mais pas obligatoire. Donc, ce ne sont pas tous les centres qui vont suivre la grille au Manitoba. Il y a aussi les avantages sociaux et les régimes de retraite.
Lorsqu'on parle de régime de retraite, on parle aussi de REER, de régime d'épargne, enregistré de retraite. Il y a différentes formes de régime de retraite. Ceux où les, prestations sont déterminées, vous saurez exactement ce que vous allez recevoir à la retraite, selon un certain montant. Lorsque ce sont des cotisations déterminées, ça dépend plutôt du marché, mais vous savez tout de même ce que vous allez contribuer chaque mois. Contré Contrairement à un REER qui n'est qu'une épargne pour la retraite. Donc, en vertu du système de service de garde à 10 par jour, on a certaines provinces qui ont mis en œuvre des régimes à prestations déterminées. En Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, des régimes à cotisations déterminées. On a vu aussi certains régimes pour les services de soins dentaires et certaines provinces ont déjà du financement provincial pour les avantages sociaux. Et lorsque je parle d'avantages sociaux, je parle entre autres des services dentaires, les médicaments sur ordonnance, ce qui n'est pas couvert par le système canadien médical. Alors, ce qui fonctionne, donc le, la mise en œuvre des grilles salariales, bon, on le demande depuis longtemps parce que ça donne une transparence et une stabilité au secteur. Ça peut faire augmenter les salaires pour tous ceux qui travaillent dans le secteur et ça peut offrir donc une idée claire de ce que vous allez gagner si vous restez 10 ou 15 ans. La bonne nouvelle pour ce qui est du 10 par jour, c'est que les grilles salariales ont été mises en œuvre à grande échelle dans beaucoup plus de provinces et de territoires qu'auparavant. Et peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais il y a de plus en plus de grilles salariales. Il y a une coalition qui a fait du travail important pour montrer que les provinces qui ont des grilles salariales ont en général des salaires plus élevés que les provinces qui n'en ont pas. Comme je viens de le mentionner, il y a eu de véritables gains au chapitre des régimes de retraite et d'avantages sociaux dans certaines provinces. C'est majeur pour les éducateurs en Nouvelle-Écosse, par exemple, qui savent qu'ils peuvent prendre leur retraite et qu'ils auront un régime à prestations déterminées. Ils savent qu'ils peuvent rester dans le secteur et continuer à faire grandir leur régime de retraite. On a aussi vu des hausses de financement significatives pour l'éducation postsecondaire et le perfectionnement professionnel, ce qui veut dire que si vous voulez retourner à l'école et peut-être vous rendre à un niveau plus élevé ou avoir un salaire plus élevé en tant qu'éducateur, c'est beaucoup plus disponible. Et là, ça, ce que je vais vous dire, c'est très important et c'est sous-jacent à beaucoup du travail que l'on fait en vertu de ce projet pour les éducateurs. Je vais vous en parler un peu plus. Le fait qu'on a de nouveaux fonds publics, des fonds fédéraux grâce au plan de 10 par jour veut dire que la plupart du budget des centres ne proviennent plus des parents. Oui, les parents paient encore des frais, donc 10 par jour, parfois un peu plus dans certaines provinces, mais en moyenne 10 par jour, mais la grande partie de l'argent provient du des services publics, ce qui veut dire que les éducateurs pourraient voir des augmentations de leur salaire et des changements à leurs avantages sociaux sans augmenter les frais payés par les parents. Donc, on voit une distinction où on peut en demander plus et demander un plus grand salaire et de meilleurs avantages sociaux par les fonds publics du système et ces augmentations-là ne coûtent pas plus d'argent aux parents. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui veut dire qu'on peut à la fois avoir une main-d'œuvre bien, payée et des parents qui ne paient pas trop cher. Mais on sait qu'il en reste encore beaucoup à améliorer. Il y a encore beaucoup de grilles salariales qui ne rémunèrent pas suffisamment les éducateurs en fonction de leur éducation, leur expérience et leurs compétences. On voit que dans beaucoup de provinces, les taux salariaux sont encore trop bas pour les, éducateurs, surtout
comparativement à d'autres secteurs de l'économie et qu'il n'y a aucune obligation de créer en collaboration avec le secteur des cadres de rémunération au moyen de mécanismes formels. Donc, on a de l'argent public, des fonds publics et des grilles salariales sont en train d'être mises sur pied, mais le secteur n'a rien à dire sur ces grilles salariales. Donc, sur la façon dont comparativement au secteur des soins infirmiers ou des enseignants, où il y a un processus syndical, un processus de négociation où tout le monde a son mot à dire sur ces grilles salariales, y compris les travailleurs en soi. Ce n'est pas le cas en ce moment dans le secteur des services de garde au niveau provincial ou territorial. On voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de processus réguliers officiels d'examen et d'évaluation sur ce qui fonctionne et ce qui a besoin d'amélioration. Et la plupart des provinces et des territoires n'ont toujours pas de véritable régime de retraite et d'avantages sociaux pour le secteur et ne s'engagent pas à s'en doter. Cela nous amène à nos recommandations. Très rapidement, je vais faire un résumé et ensuite on va approfondir sur certains points. Comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, et c'est un document assez détaillé. Une des réflexions qui ont mené à ces recommandations, c'est qu'on voulait bâtir un consensus sur ces recommandations, sur la façon d'aller de l'avant en tant que secteur dans toutes les provinces et tous les territoires, tout en reconnaissant que ce ne sont pas toutes les provinces et les territoires qui sont au même endroit, qui sont à la même étape. Je vais faire un aperçu rapide de ces recommandations, mais je vous encourage à lire tout le document qui est disponible sur notre site web et je vais le mettre dans le chat également. Donc, des principes justes et équitables pour déterminer les salaires et je vais en parler dans la prochaine diapo. Ensuite, que les paramètres de financement public et l'intégration des salaires aux formules de financement. Donc, il faudrait vraiment intégrer les salaires aux formules de financement et il faudrait qu'un programme sache que ces salaires font partie de ces fonds et de s'assurer qu'ils aient assez d'argent pour verser les salaires dans une grille salariale. Un processus officiel pour engager le secteur dans la détermination des salaires. Encore une fois, il faut qu'il y ait un mécanisme légal pour que le secteur puisse participer à déterminer ses salaires. Je vois qu'il y a une certaine discussion sur si c'est de la syndicalisation ou pas. Ici, on ne le dit pas, on ne parle pas précisément de syndicalisation. Ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'il existe un processus. Bon, il existe différents exemples partout dans le monde sur ces processus pour avoir une participation démocratique du secteur dans la détermination de leur salaire, soit grâce à de la négociation sectorielle ou de permettre aux travailleurs d'avoir leur mot à dire pour que ça ne soit pas arbitraire. On reconnaît aussi, et on en parle dans les recommandations, on reconnaît que les grilles salariales devraient être intégrées aux politiques qui sont liées au champ de pratique, à la reconnaissance des qualifications et à l'accès équitable à l'éducation. Si une grille salariale est imposée tout simplement et que les gens ne peuvent pas avoir accès à des niveaux supérieurs et qu'il n'y ait pas un accès équitable aux différents niveaux d'éducateurs, ça n'aidera pas et ça n'améliorera pas le secteur. Donc, on doit reconnaître que c'est une section des recommandations politiques, mais ça a un effet sur beaucoup d'autres secteurs. Il faut aussi des bons mécanismes d'évaluation et de reddition de comptes, de veiller à ce que ces grilles salariales fonctionnent et de faire le suivi de qui reçoit quoi, à la fois du point de vue de l'équité et des politiques. Et on recommande aussi qu'il y ait des lignes directrices robustes pour l'allocation du financement fédéral qui facilitent le recrutement et la rétention du personnel dans les provinces et les territoires. Je vais prendre une petite pause.
L'idée qu'on a besoin de principes justes et équitables pour établir les salaires, on a beaucoup de points à ce sujet, je ne vais pas tous les lire, mais il s'agit vraiment du fait que les grilles, salariales doivent établir, un niveau compétitif de départ et qu'il faut que ce soit fondé sur les années d'expérience, les qualifications et les responsabilités professionnelles. Les niveaux de rémunération des grilles devraient être concurrentiels par rapport à ceux d'autres secteurs et fondés sur des comparaisons justes et appropriées. Et tous ceux qui sont employés dans le secteur devraient recevoir un salaire qui est suffisant par rapport au coût de la vie. On doit reconnaître les qualifications et les compétences de ceux qui ont travaillé en service de garde, que ce soit un diplôme. Il faudrait en tenir compte dans la grille, mais on veut aussi s'assurer que personne qui travaille dans ce secteur gagne des salaires sous le seuil de la pauvreté. Et je viens de me rappeler, je vais répondre quelque chose rapidement dans le chat parce que je vois, c'est un exemple où parfois on utilise du jargon. Donc, donc le Canada Wide, c'est le programme pan-canadien de 10 $ par jour qui a des ententes provinciales et territoriales. Je vais donner la parole à toi pour un instant. Rachel, est-ce que vous voulez faire celle-ci? Oui, bien sûr. Comme je l'ai mentionné auparavant, avec le rôle du fédéral, on sait qu'en ce moment, le gouvernement fédéral joue un rôle majeur pour ce qui est d'envoyer de l'argent et d'établir des paramètres pour ces fonds pour chacune des provinces et des territoires. Et beaucoup de ces fonds sont utilisés pour les frais des parents et d'assurer des services de garde abordables pour les parents, ce qui est génial. Mais là où on sait qu'il faut améliorer les choses, c'est du financement pour appuyer la main-d'œuvre, donc d'avoir des grilles salariales justes et de bonnes conditions de travail. Voilà pourquoi on recommande que le gouvernement fédéral transfère aux différents gouvernements provinciaux et territoriaux à contribuer des montants égaux à la contribution fédérale pour pouvoir, comme le fait que les frais pour les parents ont diminué avec les fonds fédéraux et on a des fonds fédéraux qui ont été utilisés pour les grilles salariales, on veut en plus. Merci, Rachel. Maintenant, on va passer aux recommandations sur les avantages sociaux et les régimes de retraite. Nos recommandations clés de la table de discussion, c'est d'avoir des régimes de retraite et d'avantages sociaux structurés pour assurer une couverture entière et équitable pour ceux qui travaillent dans le secteur des services éducatifs et de garde à l'enfance et aussi un rôle accru du gouvernement fédéral dans l'établissement de normes et de lignes directrices nationales. Comme l'a mentionné Rachel, en ce moment, on a à peine des normes pour ce qui est des régimes de retraite et des avantages sociaux. La couverture est très variable partout au pays, ce qui crée des inéquités pour ceux qui travaillent dans le secteur. On va passer à la diapositive suivante pour en dire plus sur les recommandations. On estime que toutes les personnes travaillant dans un service de garde agréé devraient être couvertes par un régime provincial ou territorial de retraite à prestations déterminées. Et ce n'est pas indiqué ici, mais on estime aussi que les garderies à domicile devraient aussi avoir accès à ces régimes. Ce ne devrait pas être des frais pour le service de garde, ça devrait plutôt être financé par le gouvernement provincial ou territorial. Et pour ceux qui ont eu plusieurs années dans le secteur, ils devraient avoir une allocation de retraite supplémentaire, surtout pour ceux
qui prennent une retraite après 5 années ou moins, par exemple à l'île du Prince-Édouard. Et pour ce qui est des, services de soins dentaires, on estime que toutes les personnes qui travaillent dans le service de garde agréé devraient avoir accès à un régime de retraite et d'avantages sociaux, dentaires complets, où les cotisations sont établies selon des recommandations d'experts en la matière. Et s'il n'est pas possible d'obtenir un régime auquel les employés à temps partiel ou occasionnel peuvent participer, il devrait y avoir des solutions de rechange. Par exemple, des indemnités au lieu de prestations pour ces travailleurs. Les avantages sociaux devraient être concurrentiels par rapport à d'autres secteurs publics. Merci, Ta. Il s'agit donc de beaucoup de recommandations qu'on vient de vous donner. Dans le chat, j'ai placé le document qui énumère toutes ces recommandations. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat, auxquels on a répondu de différentes façons dans les recommandations et Cindy dit que le Manitoba a un régime de retraite. En fait, j'ai précisé qu'il n'est pas obligatoire pour tous les centres, mais c'est vrai qu'il en existe un. Très rapidement, j'aimerais vous parler de thèmes principaux avant de passer aux questions et réponses. Et ce n'est pas indiqué clairement dans les recommandations, mais ça a guidé notre travail et ce qu'on veut accomplir. On sait que ça prend du temps de bâtir un système, mais on veut aussi le concevoir correctement. Donc, système à 10 $ par jour s'est beaucoup amélioré dans les dernières années pour ce qui est de l'abordabilité et d'un accès accru. Et ça a changé différentes politiques pour la main-d'œuvre. Mais il y a encore beaucoup de travail et on veut vraiment que ce soit bien conçu et on veut que les éducateurs participent à cette conception. Et les conditions de travail sont essentielles pour établir un système qui fonctionne pour tout le monde. Et il faut que ce soit intégré dans toutes les formules de financement et d'élargissement de ce plan. On sait que tous les aspects des politiques de main-d'œuvre s'entrecroisent et ces recommandations portent précisément sur les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite, mais on sait que les conditions de travail et les différents règlements ont vraiment un effet sur la façon dont les éducateurs sont motivés, soit à rester ou à quitter rester dans le secteur ou à le quitter. Ces recommandations reconnaissent que les provinces et les territoires sont tous à une étape différente de la construction de leur système de services de garde, mais les recommandations nationales peuvent servir à éclairer les campagnes de promotion provinciales et territoriales. Ils peuvent indiquer, voici ce qu'on recommande, on travaille tous ensemble pour le bâtir ensemble, même si c'est différent d'un endroit à l'autre. Et j'ajouterais que ces recommandations nationales aideront aussi à informer la promotion fédérale pour qu'ils comprennent des fonds et des paramètres qui, qui tiennent compte précisément des éducateurs et de leurs conditions de travail. Morna, je sais qu'on a que quelques questions pour des questions et des réponses. On aura plus de temps pour en discuter en groupe, mais y a-t-il des questions dans le chat? Rachel, je pense que vous avez répondu aux questions qui ont été posées. Par contre, il y a beaucoup de commentaires et deux secteurs de préoccupation. Il s'agit de qu'est-ce qui arrive lorsque les fonds publics ne sont pas suffisants? Ils ne suffisent pas à assurer l'augmentation des salaires ou des améliorations au régime de retraite. Et en général, une préoccupation selon laquelle c'est que les grilles salariales et les avantages des régimes de retraite et les fonds pour ceux-ci ne suivent pas l'augmentation des coûts. Donc, peut-être que les avantages sociaux augmentent, mais si les fonds publics n'augmentent pas et qu'il y a un gel pour les frais versés par les parents,
Ça fait en sorte qu'il y a une position de déficit et qu'il faudra encore une fois faire des levées de fonds. Donc, beaucoup de préoccupations par rapport au fait que les grilles salariales sont très bien, mais qu'elles doivent être financées. Même chose pour les avantages sociaux. Donc oui, je dois dire encore que il s'agit vraiment d'envisager le système qu'on veut bâtir et avoir une recommandation pour pouvoir nous guider. C'est fondé sur des formules de financement robustes. Voilà les mots qu'on a utilisés pour vraiment couvrir les coûts réels des services de garde de qualité. Ça comprend les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Beaucoup de notre travail de sensibilisation est à ce niveau pour obtenir un financement complet, une formule qui est suffisante. Voulez-vous ajouter quelque chose, Morna? Non, mais il y a une autre question qui a été soulevée. Où s'insère l'équité salariale et l'évaluation du poste pour déterminer la structure des grilles salariales et le niveau des salaires versés? Et la question est précisément, avons-nous considéré, recommandé que les provinces établissent des évaluations d'équité salariale pour s'assurer que les grilles salariales soient justes et équitables? Est-ce que vous voulez y répondre, Rachel? Vous pouvez commencer, je peux ajouter si nécessaire. Oui, je pense qu'on en a parlé beaucoup et ce qu'on a pu observer dans les recommandations, c'est qu'on estime que les salaires devraient être comparables, mais pas seulement avec les lois sur l'équité salariale, mais aussi dans les processus de négociation, en utilisant des comparateurs sectoriels pour nous guider dans ce processus. Est-ce que c'est ce que vous alliez dire, Morna? Oui, très rapidement, si on a le temps. Une autre question a été posée. La question porte sur les centres de garde qui pourraient faire partie d'agences multiservices. Par exemple, un programme de service de garde qui est un parmi tant d'autres qui sont opérés par un employeur ou une agence. Et si les grilles salariales s'appliquent seulement à ceux qui travaillent dans les services de garde, quel sera l'effet sur les employés dans les autres services, surtout s'ils ont une certaine équité salariale à l'interne? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on en parle un peu, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté. Beaucoup de ces recommandations se concentrent complètement sur ces services de garde 10 $ par jour, parce qu'on voulait qu'elles soient d'envergure nationale. C'est un programme national. Mais on a également dit que ces salaires doivent être établis au niveau provincial et territorial et doivent être comparables aux autres dans le secteur. Donc, que ce soit, heu, ceux qui travaillent à l'extérieur des écoles ou ceux qui travaillent, dans un secteur, adjacent, il revient à la province ou au territoire d'établir des salaires qui sont concurrentiels pour ces autres éducateurs. C'est réellement une préoccupation, en effet. Bon, je sais que j'en ajoute beaucoup encore des questions, mais il y a aussi une préoccupation sur les programmes pour les enfants d'âge scolaire. Donc, le programme, à 10 $ par jour offre des fonds pour les enfants dans les programmes agréés. Les enfants qui ont moins de 6 ans au Manitoba, il s'agit d'enfants de moins de 7 ans. Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui travaillent dans les programmes pour les enfants d'âge scolaire et qui ne sont pas couverts pourraient se retrouver dans un système, salarial très différent. Je pense que cela aussi est un problème. Oui. Et comme je l'ai mentionné, nos recommandations étaient plutôt d'envergure nationale, mais on voulait encourager les provinces et les territoires à mettre leurs fonds dans les salaires et les conditions de travail. Certaines provinces ont une grille salariale qui s'applique jusqu'à l'âge scolaire pour assurer une équité salariale entre les différents éducateurs qui travaillent avec différents groupes d'âge. Donc, c'est à 100% une possibilité,
mais c'est certainement quelque chose qui nécessite du leadership provincial et territorial. Il est vrai qu'il y a des inéquités salariales dans l'ensemble du système. Pour les enfants qui ont de 0 à 12 ans, il y a des inéquités entre les programmes, par exemple en Ontario, qui sont exploités par les municipalités, où leurs salaires sont souvent en vertu de conventions collectives qui ont été négociées avec des gouvernements municipaux. Donc tout cela, c'est très complexe, mais je me dis qu'au moins, c'est un point de départ avec les grilles salariales pour ces programmes en vertu, du programme, pan-canadien. Donc on passe d'un programme qui est dans l'ensemble inéquitable, ça va prendre du temps, on veut diminuer des inéquités et les grilles salariales sont une façon de s'attaquer au problème. Mais bien sûr, ce n'est pas une seule grille salariale qui s'appliquera à tout le monde dès le départ. Et il va falloir continuer à exercer de la pression pour ce qui est de l'équité salariale dans ce secteur et aussi pour des fonds publics adéquats. Comme cela a été souligné, si les grilles salariales ne sont pas révisées régulièrement, si les fonds publics ne sont pas augmentés régulièrement pour tenir compte du besoin d'améliorer les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite, on ne fera pas les progrès voulus. Oui, exactement. Il faut donc continuer la sensibilisation et ces recommandations sont conçues pour guider, cette évolution. Cela étant dit, j'aimerais vous donner quelques instants pour vous retrouver en petit groupe. On a une belle grande foule, ce qui est super. Et si vous pouvez réfléchir à la façon dont la présentation a reflété votre expérience et votre connaissance du secteur. Donc, comment ça se passe dans votre communauté et comment ça pourrait être différent de ce que vous avez entendu ici. Et donc, qu'est-ce qui vous marque? De quoi est-ce que vous aimeriez nous parler en plus petit groupe? Encore une fois, parce qu'on a beaucoup de participants, je ne sais pas si tout le monde aura le temps de prendre la parole, mais je vous encourage à utiliser le chat aussi en petit groupe. On va les sauvegarder. On a un facilitateur pour chaque groupe et les facilitateurs vont encourager les gens à prendre la parole et à s'identifier. Très rapidement, si vous utilisez l'interprétation vers le français en ce moment, on vous demande de rester dans la salle principale avec ta et vous aurez l'interprétation simultanée de l'anglais au français et ça permettra à tout le monde de pleinement participer. Donc, vous resterez dans le groupe principal et vous n'irez pas dans les autres groupes. De cette façon, Ta pourra vous aider si vous avez des questions. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut passer aux différents groupes de discussion maintenant? Maintenant que les gens sont revenus, on sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'entendre les comptes rendus de tous les groupes, mais je me demandais si très rapidement, quelques facilitateurs aimeraient nous parler de ce dont ils ont parlé dans leur groupe. Vous pouvez lever la main. Un peu. Oui, très rapidement, Rachel. On a un consensus général que le fait d'être ensemble et d'entendre parler des différentes provinces était très utile parce que les recommandations montrent également ce qui se passe ailleurs. Donc, les gens étaient reconnaissants de le savoir parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe dans les autres provinces. Et ensuite, juste avant de partir, on parlait de grilles salariales et on disait qu'elles sont très utiles. Et là où elles existent, ça améliore les choses et ça améliore les salaires. Mais l'intention et la façon dont les grilles salariales sont conçues est tout aussi, sinon plus important, et aussi l'équité salariale et de faire participer les employés, c'est très important. Merci, Amber. Donc, dans mon groupe, moi aussi, j'ai ajouté qu'on a beaucoup fait l'accent sur d'avoir une bonne formule de fonds publics, ce qui appuie les éducateurs, parce que les fonds souvent vont vers les frais payés par les parents, et on sait qu'il faut que ça fasse partie d'une formule de financement beaucoup plus robuste. Liz, allez-y. Oui, merci. On a eu de belles contributions de la part de 3 provinces, l'Ontario, Terre-Neuve et le Manitoba,
qui ont tous des expériences légèrement différentes. En Ontario, ils estimaient qu'ils étaient un peu, heu, en retard. À Terre-Neuve, même si la grille salariale est une belle première étape, il y a un écart entre le fait d'être reconnu pour l'éducation, mais pas nécessairement pour l'expérience. Donc il y a des gens plus âgés qui ont plus d'expérience et qui partent, ce qui crée, hem, des lacunes en mentorat pour les plus jeunes. Et pour le Manitoba, c'est ce n'est pas un terrain, heu égal, c'est-à-dire que certains des nouveaux centres qui n'ont pas à payer de loyer peuvent payer plus, donc parfois, il y a des membres du personnel qui partent. Nikki. Oui, de façon semblable, nous avions des participants de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba et du Nouveau-Brunswick et il y avait des préoccupations par rapport au fait de D'assurer de s'assurer que les grilles salariales et les régimes de retraite soient à jour. Il y avait un exemple de la Colombie-Britannique au sujet d'un programme de certification en service de garde pour les nouveaux immigrants. Des programmes comme ceux-là de s'assurer que tout le monde puisse ensuite avoir accès à la main-d'œuvre, qu'ils puissent se joindre à la main-d'œuvre et aussi une appréciation de la collecte d'informations dans l'ensemble du pays pour qu'on soit au courant de ce qui se passe au Québec, au Manitoba et ailleurs, que c'est très bien d'être en mesure de voir, de pouvoir faire ces recommandations dans l'ensemble du pays. Merci. Nikki, je vois qu'il est 15 heures. Je sais que Ta et Morna, bon, on pourra en parler davantage à un autre moment. Est-ce que je peux dire une chose? Il y a eu une précision d'un participant du Manitoba sur le régime de retraite, même s'il n'est pas obligatoire, la participation est à presque 100% selon cette participante. Donc, c'est quelque chose dont on devrait prendre note. Et je vais aussi transmettre les autres beaux commentaires sous volet distinct. Et donc, c'était très bien d'entendre ce qui se passe partout au pays. Ça fait partie de ce que l'on fait ici, dans notre projet et à Un enfant, une place. Je vous encourage à vous inscrire au bulletin de nouvelles de notre organisation. À quelques semaines d'intervalle, on envoie des nouvelles et aussi vous en saurez plus sur ces différentes sessions. On sait que même si on a des différences, ce que j'entends de plus en plus, c'est à quel point on a les mêmes sentiments partout au pays au sujet des possibilités et de l'excitation à l'idée d'un système à fonds publics. Mais il faut qu'on en fasse beaucoup plus pour que ça se passe bien, surtout pour les éducateurs, leur salaire et leurs conditions de travail. C'est là où les recommandations de la table de discussion devient importante. Et donc, ça fait partie de ce que l'on fait pour élaborer de nouvelles recommandations et pouvoir bâtir un consensus dans l'ensemble du pays. Parce qu'on veut tous avancer ensemble. Et les services des éducateurs le méritent tous. Et il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors, merci à tous. Je sais que j'ai dépassé de 2 minutes. Si vous voulez revenir à 20 heures, c'est la même séance. On vous invite à être là. C'est un autre lien pour vous inscrire. Donc, il faut vous inscrire séparément. Mais merci beaucoup. Et aussi dans le chat, je vais mettre l'adresse courriel si vous voulez en savoir plus. Donc, info@childcarenow.ca. Contactez-nous si vous voulez en savoir plus et si vous voulez entendre les recommandations à nouveau. Y a-t-il autre chose? Les diapos seront disponibles sur notre site web. Et pour ceux qui ont participé aujourd'hui, on va aussi envoyer un courriel avec les diapositives. Merci beaucoup d'avoir fait partie de ce groupe. Merci à tous.